Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre dès à présent ce live dédié, comme vous pouvez le voir, à aller vers le patient. Alors, pour me présenter, je suis Stéphanie Hervier, une des fondatrices et la directrice générale de la société Medavise. Et alors, pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce live sur ce thème, en fait, comme toujours, le thème de ce live, il est venu dans le cadre des échanges qu'on a régulièrement avec nos partenaires et de l'écho que j'ai trouvé à ces échanges alors que j'ai écouté dans ma voiture un podcast sur lequel Marguerite Cazeneuve, qui est directrice déléguée de la CNAM, intervenait. Et dans ce podcast, elle expliquait notamment que la CNAM a fait de la stratégie du aller vers un axe fort de la politique de prévention, d'accès aux soins et d'accompagnement des publics les plus éloignés des soins. Et sur cette base, on s'est posé la question, aller vers le patient, c'est très bien, mais oui, mais comment? Parce que chez Medavise, on est des faiseux. Alors évidemment, on adore réfléchir, conceptualiser, philosopher, mais à un moment, on aime surtout se retrousser les manches et avancer dans l'action. On s'est dit qu'on n'était probablement pas les seuls, alors on a décidé aujourd'hui de mettre en lumière 2 acteurs de la santé qui œuvrent chaque jour pour traduire cette fameuse stratégie du aller vers en initiatives concrètes. Parce qu'on a estimé qu'il n'y a rien de mieux que la preuve par l'exemple. Je te laisse la parole, Denise, pour poursuivre cette introduction et introduire nos 2 intervenants. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, je suis Denise Silbert, j'anime ce webinaire comme les précédents et je suis vraiment ravie par le choix de cette thématique parce que ce qui est très intéressant dans l'aller vers, c'est que l'aller vers le patient, on a commencé à en parler depuis quelques années, mais c'était souvent physique. C'était l'aller vers à travers des consultations ponctuelles spécifiques ou des campagnes postales. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'expansion de l'aller vers grâce au virtuel, et ce, avec 2 personnes dans des structures, dans des sociétés très intéressantes. Nous allons parler avec le docteur Cécile Farja, qui est dans Serbe Alliance, où elle est directrice de l'innovation, donc des laboratoires biologiques, et nous allons parler avec Jérémy Pereira, qui est directeur de l'offre chez Mercer. Et je vais commencer par Jérémy, parce que nous allons partir d'une compréhension un peu générale du sujet de l'aller vers. Ce que j'apprécie, c'est que Jérémy va pouvoir nous parler de l'apport des données, de l'examen des données, et après des structures et des possibilités d'offres de services. Donc, Jérémy, je vous passe la parole pour parler de comment Mercer agit dans le aller vers le patient. Merci beaucoup Denise et bonjour à tous. Donc Jérémy Pereira, je travaille dans une société qui s'appelle Mercer et peut-être pour recontextualiser ce qu'on fait, on est courtier gestionnaire. Donc en fait, on travaille sur les régimes complémentaires de l'assurance maladie avec des assureurs, des institutions de prévoyance et des mutuelles, et on gère au quotidien les contrats frais de santé, les contrats de prévoyance, donc qui gèrent la capacité de travail, l'invalidité, le décès. Et on a toute cette relation à la fois avec les assurés, mais aussi avec les entreprises, parce qu'on met en place ces contrats complémentaires santé pour du coup les salariés des entreprises sur des contrats collectifs qui se sont généralisés depuis un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant, c'est que on a pensé du coup cette action d'aller vers qui ne trouve pas de définition formelle. Hein. Dans tous les actes stratégiques, l'aller vers, ça vise à réduire les inégalités d'accès aux droits et aux soins. Et on s'est dit que comme l'assurance complémentaire de l'assurance maladie est vue pour du coup payer en complément de la sécurité sociale des prestations, on pouvait agir aussi en relais et complément de la sécurité sociale sur d'autres thématiques, mais des thématiques très actuelles comme des thématiques de santé, de prévention, d'accès aux soins ou de qualité du soin via des services ou via de l'information qu'on pouvait donner. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait beaucoup de données. Quand on gérait les complémentaires santé, on a à la fois les données qu'on a des prestations, donc les données administratives de règlement des frais de santé. On a toutes les données socio-démographiques des gens, donc on sait si ce sont des hommes, des femmes, leur situation de famille, où ils habitent sur le territoire français. On a les données liées à leur état pathologique, bien sûr, qu'on anonymise et qu'on infère pour pas
pour respecter toute la réglementation en termes de CNIL et RGPD. Et on a les données des entreprises, ce qu'on appelle les données, la DSN, la déclaration sociale nominative, qui donne toutes les données sur les salaires, les catégories socioprofessionnelles. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ces données, on faisait souvent une restitution financière aux entreprises, et on ne s'en servait pas du tout à la fois pour faire des rapports extra-financiers, donc des rapports qui pouvaient dire, par exemple, si les salariés ou les assurés suivaient les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de la CNAM, en matière de prévention ou en matière de comportement. Voir aussi le parcours médical et les cohortes qu'on observe le plus généralement pour essayer de faire changer les habitudes dans notre système. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre des rapports aux entreprises pour leur aider à créer des actions de prévention qui répondent soit à de l'accès aux soins, donc on peut regarder combien ils ont de salariés qui sont dans des zones avec une pauvre densité médicale, ce qui peut-être limite l'accès aux soins des salariés et des assurés. Et on regarde aussi, du coup, s'il y a des actions de prévention qui sont moins faites par les comportements des assurés. Je prends un exemple tout simple. La Sécurité sociale recommande, par exemple, d'aller voir son dentiste une fois par an. On peut regarder combien de gens n'ont pas été chez le dentiste sur les 2 dernières années. Et on peut même aller plus loin grâce aux data, c'est-à-dire envoyer un message personnalisé à ces personnes-là pour leur dire, on a remarqué que ça faisait 2 ans que tu n'avais pas consulté un dentiste dans les flux qu'on reçoit de la Sécurité sociale. Et on vous préconise du coup d'aller voir un dentiste et on vous accompagne sur ce volet-là pour du coup prendre rendez-vous et avoir cette action qui est vertueuse en matière de prévention pour éviter du coup d'avoir des soins qui sont soit plus lourds, soit plus coûteux, soit plus invasifs quand on ne respecte pas forcément les recommandations de santé sur ce sujet-là. Donc voilà, le but, c'est de proposer plein de services, comme Medavise. On communique beaucoup sur Medavise pendant les périodes d'été, quand on ne peut pas avoir accès à son médecin généraliste. Medavise est la société de téléconsultation qu'on utilise pour tout notre portefeuille et qui nous permet de pousser le service au bon endroit, au bon moment sur ce sujet-là. Et sur la qualité du soin, on pousse du 2e avis médical aussi aux assurés au bon endroit et au bon moment. Donc, il y a toute cette volonté de participer à cet effort que la Sécu fait pour donner de l'information et relayer aussi les informations que la CNAM, que la Haute Autorité de Santé, les ARS, que toutes les myriades d'acteurs proposent aux assurés, et d'avoir une stratégie qu'on appelle multicanal, parce que potentiellement, il y a des gens qui vont bien récupérer l'information sur mon espace santé ou sur le site Amélie ou via le mail ou le courrier qu'ils auront reçu. Et d'autres ne seront pas forcément sensibles à ces canaux-là. Ils vont plus peut-être aller voir leurs complémentaires. Donc, grâce à l'application et aux liens qu'on a, nous, on peut peut-être pousser des messages qui n'ont pas été vus côté sécurité sociale. Ou alors, on peut essayer de passer par aussi le biais de l'employeur dans la stratégie multicanal et dire que peut-être qu'ils vont plus lire un mail ou avoir une information de l'employeur qui peut changer, en tout cas aider à changer un petit peu les comportements sur une stratégie plus vertueuse et qui permet de garantir une soutenabilité de notre système de santé. Merci beaucoup, Jérémy. Avant de passer à Cécile Farja, je voudrais juste qu'on approfondisse brièvement la question de la confidentialité et comment vous gérez ça, parce que je sais que vous le gérez très bien. Donc, vous avez des données qui vont vous donner des indications sur certaines catégories de personnes qui sont, si j'ai bien compris, qui sont davantage susceptibles d'avoir besoin de tels services ou de ne pas avoir fait appel au service, et vous contactez ces personnes-là de façon donc ça reste confidentiel puisque vous ne savez pas exactement ce qu'ils ont fait. Mais il y a d'autres cas où vous savez qu'ils n'ont pas été chez le dentiste par l'absence de demande de remboursement. Est-ce que c'est cela? Tout à fait. Alors en fait, sur les données de santé, c'est très cadré par la CNIL. Et donc, ce qu'on fait, c'est que dans nos relations quotidiennes qu'on a avec les assurés, on leur demande l'autorisation d'utiliser leurs données de santé à des fins de prévention. Et bien sûr, c'est absolument pas commercialisé, c'est du coup de l'action qu'on propose. Et donc, ils peuvent dire oui ou non. Et s'ils disent oui, on leur propose de communiquer avec eux selon le choix
du canal qu'ils souhaitent avoir, donc par SMS, par mail, par notification sur l'application ou par appel sortant. On a des gestionnaires qui sont formés pour faire des appels sortants sur ces sujets de prévention. Et donc, en utilisant ces données de santé et en ayant l'acceptation expresse de la personne qui peut le retirer à tout moment, eh ben, on va pouvoir, du coup, lui pousser de l'information détaillée par rapport à son comportement de santé. Donc, il y a des comportements qui sont généraux, donc on va pouvoir pousser des actions de prévention. Par exemple, une femme qui a plus de 50 ans, on pourra pousser des informations, même, on va dire même 40 ans, parce qu'on a beaucoup de cancers. On a 20% des cancers du sein qui sont avant 50 ans, mais pousser les préconisations de la sécurité sociale sur le dépistage du cancer du sein, rappeler qu'il y a des dépistages organisés et donc du coup se faire le haut-parleur et la voix de tout ce qui est fait au niveau de la sécurité sociale en matière de prévention. Et donc c'est pareil sur le dentaire, mais si une personne refuse qu'on utilise ces données de santé, alors on ne communique pas du tout avec elle et on respecte son choix sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment faire une utilisation utile des données qui aujourd'hui, où aujourd'hui il y a un peu une peur de ne pas vouloir y toucher du tout, et de se dire qu'on peut faire des choses qui sont assez simples par des comportements plutôt qui n'ont pas eu lieu que des comportements qui ont eu lieu. Donc c'est des gens qui n'ont pas consulté, je ne sais pas, un gynéco sur les 2 dernières années, qui n'ont pas fait tel acte de soins. Vu que tout est codifié, on a les informations véhiculées dans les flux par la sécurité sociale. Donc, on peut du coup avoir cette action positive. On peut communiquer aussi sur les vaccins obligatoires ou les autres vaccins qui sont mis en place, sur le dispositif MT-Dent mis en place sur le dentaire pour les jeunes populations. Donc, on a vraiment ce but de se faire connaître et de donner de l'information au bon moment et à l'instant qui va bien pour les entreprises. Voilà. Et une dernière question, est-ce qu'il y a un exemple court qui se dégage d'une approche de aller vers qui a le plus de chances de bien marcher? Je vais vous donner un exemple assez concret où on a mis, et ça va être intéressant parce qu'en plus c'est dans le domaine de la santé, on suit un établissement de soins et je peux citer ces 2 musées avec qui on travaille, en fait, qui a une majorité de femmes dans son personnel soignant. Et quand on a rendu le rapport extra-financier à l'entreprise, on a remarqué que 85% des femmes chez 2 musées ne s'étaient pas fait dépister du cancer du sein et n'avaient pas du coup fait des actions de prévention préconisées par la sécurité sociale. Donc, on s'est posé la question avec la DRH notamment, de savoir pourquoi il y avait ce comportement-là qu'on observait à l'hôpital. Donc, il y a aussi, enfin l'hôpital, dans ces institutions de soins. Et donc, il y a ce premier constat de dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc ces femmes prennent pas soin d'elles. Il y a le fait du temps aussi alloué pour pouvoir aller faire ces examens cliniques. Donc, ce qu'a fait la DRH de son côté, où on l'a accompagné, c'est de mettre un jour en plus, qui n'est pas de congé, mais un jour financé par l'employeur, donc un jour qui est payé par l'employeur, où la personne peut le poser pour aller faire des examens de prévention, ce qui permet de libérer du temps aux salariés pour aller rencontrer du temps médical qu'ils ne peuvent pas avoir forcément sans manger sur leur jour de congé qu'ils ont, et pouvoir communiquer sur le fait qu'ils ont besoin de prendre soin d'eux. Ça, on suit l'évolution des comportements du coup des populations féminines pour voir si on a une inflexion du coup des actions de prévention sur le cancer du sein. Et nous, en parallèle, on envoie des messages à ces populations-là en direct pour les informer, d'une, qu'ils ont le droit à ce dispositif de l'entreprise, de deux, qu'ils ont le droit à cette prise en charge par la sécurité sociale pour faire du dépistage du cancer du sein, et pour les informer aussi qu'elles peuvent aussi bien aller voir un gynécologue qu'une sage-femme. Donc le but, c'est d'éduquer au système de santé. Et ce qu'on voit, et ce qui est intéressant, parce qu'il y a un rapport de la DITP qui était sorti, donc la direction interministérielle, pour voir la transformation du coup de la communication qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Et on a des études qui montrent que lorsque les patients reçoivent des conseils de prévention personnalisés, ils sont plus susceptibles de rendre visite à leur médecin, donc ils sont plus concernés par le sujet, ou d'adopter des comportements visant à réduire le risque de santé. Et là-dessus, il y a 2 études, une de 2006 de Carmody et Lewis, qui dit que nous devenons automatiquement plus attentifs lorsque nous entendons notre nom. Donc, dans les messages qu'on pousse aux assurés dans la stratégie d'aller vers, on donne le nom, on le personnalise. Et on a une deuxième étude de Fonseca qui est en 2021
qui disait que la personnalisation des communications donc, participe à les rendre plus crédibles. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a un message qui est envoyé de manière non personnalisée et que les usagers reçoivent des informations qui ne les concernent pas, on a un effet rebond et un effet négatif qui décrédibilise du coup le sujet. Donc, quand on envoie, par exemple, quand Amélie envoie une newsletter à toutes les personnes sur des sujets qui ne concernent pas forcément les gens qui les reçoivent, et ben, après, on a un effet de désengagement et les gens ne lisent plus forcément les informations. Donc, on a l'information, mais sur cette stratégie d'aller vers, il faut vraiment que ce soit à la fois une stratégie populationnelle et territoriale. Il faut que ça engage beaucoup plus d'acteurs qui sont périphériques. Nous, on n'est pas la sécurité sociale, on n'est pas là pour, on est là juste pour relayer des infos de multicanaux qui sont très très bien construits par du coup à la fois le ministère de la Santé et les recommandations qu'on peut avoir de la Haute Autorité de Santé. Donc, on est là juste pour le haut-parleur. Je vais préciser, merci Jérémy, et je vais maintenant personnaliser mon discours envers Cécile Farja. Donc, Cécile, ce serait très bien pour nos auditeurs que vous commenciez par expliquer un peu l'étendue des actions de Serballiance et après que vous présentiez la notion de aller vers. Et je rappelle, comme a fait Stéphanie dans le chat, maintenant vous avez entendu Jérémy, vous allez entendre Cécile. C'est peut-être le moment pour commencer à poser vos questions par écrit. Elles seront traitées. Merci beaucoup, Denise. Merci aussi à l'équipe Medavis de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc, moi, je suis Cécile Farja, je suis biologiste médicale, très précisément pharmacien, biologiste médical. Mais depuis quelques années, je me suis un tout petit peu éloignée de mon quotidien au laboratoire pour diriger l'innovation qu'on appelle l'innovation métier chez Serballiance. En quoi ça consiste? Ça consiste en repenser la façon justement dont on s'adresse à nos patients, aux professionnels de santé avec qui on travaille également, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler surtout de nos patients. Donc, mon travail, ça va être de réfléchir à ce qu'on peut améliorer pour que le parcours de soins de nos patients il soit plus agréable, plus fluide, plus adapté à leurs besoins. Ça, c'est mon job. Et là-dedans, ben, finalement, le aller vers, il vient très, très naturellement. Et nous avons un certain nombre d'initiatives. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais il y en a quelques-unes qui ressemblent beaucoup à celles que Jérémy a évoquées. Notre stratégie sur ce aller vers va beaucoup être sur profiter de chaque moment où on a un contact avec nos patients pour lui passer de l'information qui lui sera utile. Historiquement, nos laboratoires, on est des exécuteurs d'ordonnances, de prescriptions faites par les médecins. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'évoluer. Avec l'aide de la CNAM, nous aussi, on commence à être dans des démarches totalement différentes puisqu'il y a des parcours sans ordonnance qui commencent à être organisés ces dernières années avec la CNAM. Notre objectif, c'est d'aider les patients à prendre conscience qu'il y a justement des possibilités de se faire dépister, y compris pour le cancer du col de l'utérus. Et donc, pour ça, on va mettre en place tout un tas de choses. Premier exemple de ce qu'on met en place, on a des systèmes, donc au travers de la digitalisation d'outils qui sont mis dans les mains de nos collaborateurs chaque jour, on a des systèmes qui vont nous permettre d'alerter le préleveur, la personne qui est en train de faire la prise de sang, que le patient, peut-être, il faudrait lui parler de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et je rejoins ce que disait Jérémy, c'est hyper important que ces messages ils soient bien affinés pour la personne que vous avez en face de vous. Bien évidemment, on ne va pas parler de ça aux hommes qui viennent nous voir. On va centrer ce type de communication sur les femmes qui potentiellement sont concernées. Donc ça, c'est un exemple d'aller vers. Alors, c'est un aller vers qui est un petit peu relatif parce que là, c'est forcément les gens à qui je m'adresse. C'est forcément des gens qui sont déjà dans un parcours de soins puisqu'ils sont venus au laboratoire a priori avec une ordonnance. Mais on essaye également, et ça fait partie de mon travail, de donner de la visibilité sur ce que c'est un laboratoire de biologie médicale, ce que c'est un biologiste et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en attendre. Je suis sûre que même dans l'auditoire aujourd'hui, qui est plutôt orienté santé quand même, je pense, tout le monde ne sait pas que chaque laboratoire correspond à un biologiste médical qui, comme moi, est médecin ou pharmacien.
et qui est en mesure d'interpréter chacun des résultats qui sortent du labo et donc de répondre aux premières questions qu'un patient peut avoir en récupérant ces résultats. Et ça aussi, pour nous, c'est vraiment une démarche d'aller vers. C'est aller vers dans le sens faire connaître cette possibilité, tout simplement cette possibilité qu'il y a de s'adresser à un biologiste qui est formé pour ça, qui est docteur en médecine ou en pharmacie, pour avoir déjà une première orientation suite à la réception de ces résultats. Donc ça, eh bien, c'est ce qu'on fait avec Médavise, notamment, dans le cadre d'un projet qui est un pilote sur l'Île-de-France, qui est porté par une de nos biologistes hyper dynamique, voilà, qui s'appelle Selma Boukari. L'objectif, il est tout simple, c'est que chaque patient, quand il reçoit son compte-rendu de biologie médicale, il y a une mention dessus qui lui dit, si vous avez une question à propos de ces résultats, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un biologiste en quelques clics. Il fait ces quelques clics et quelques minutes, quelques heures, en fonction de ses disponibilités plus tard, il est mis en relation avec un biologiste qui va pouvoir regarder avec lui les résultats et répondre à cette fameuse question, est-ce que c'est grave si mon résultat il est gras ou il est souligné? Donc, notre objectif à cette étape-là, ça ne va pas être de se substituer au médecin. Évidemment, on ne va rien prescrire. En revanche, on va pouvoir rassurer un patient qui n'a pas lieu de s'inquiéter au vu de ses résultats, ou au contraire, l'orienter vers le bon parcours à l'issue de cet examen. Ce travail-là, c'est notre travail de base, c'est-à-dire que ça n'a rien de nouveau, simplement c'est nouveau. C'est le moyen par lequel on propose aux patients d'accéder à un biologiste et c'est la visibilisation de ce rôle du biologiste et de ce service qui est inclus dans sa prise de sang pour n'importe quel patient, n'importe lequel d'entre eux. Donc, il y a vraiment ce besoin pour nous, en tout cas dans les laboratoires, de donner de la visibilité à qui on est et comment on peut aider les patients. Ça nous a donné des statistiques qui montrent qu'il y a des consultations médicales qui ont été évitées parce qu'on a pris 5 minutes pour regarder les résultats avec le patient. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en termes de gestion du temps des médecins et des finances de la Sécu, ce n'est pas inintéressant. J'ai éventuellement d'autres exemples et un qui est criant. Je parlais du dépistage du cancer du col de l'utérus. J'ai mis à citer les gynécos et les sages-femmes, mais savez-vous qu'il est possible d'aller, dès lors que vous avez le bon de la Sécu ou une ordonnance, juste au laboratoire en bas de chez vous pour que vous soyez prélevé pour cet examen. Et on voit bien qu'on a un problème là-dessus de communication. Donc, c'est quelque chose que nous devons travailler également. Denise, je peux continuer très longtemps comme ça, mais… Ok, très bien. Donc, moi, j'avais une question, c'est est-ce que le pilote que vous faites donc en Île-de-France, ça a l'air d'être bien parti, donc vous allez l'étendre. Est-ce que vous pensez que vous devez faire des petites formations, extraire des apprentissages de cette expérience pour voir comment l'optimiser et puisque vous êtes une entreprise qui devait aussi voir tous les résultats possibles, comment vous comptez voir à partir de ceci d'autres idées qui pourraient venir plus en amont? Là, on est en aval d'une expérience réelle. Donc, 2 questions pour vous, Cécile. Donc, Alors, la première question, la formation, comme je disais, certes, c'est notre métier de base en tant que biologiste d'interpréter des résultats et de les communiquer aussi bien à un médecin qu'à un prescripteur. Simplement, on prend aussi conscience avec ce projet que c'est utile pour chacun de nos professionnels de travailler et donc d'être formé pour être capable de mieux vulgariser son approche auprès du patient, mieux percevoir le type de patient qu'il a en face de lui. Est-ce que c'est un patient qui a plutôt besoin d'être rassuré parce qu'il se surinquiète ou au contraire, quelqu'un qui aurait tendance à être un peu laxiste sur sa santé et il faut appuyer différemment sur ces points-là. Donc, on a organisé déjà dans le cadre du pilote des premières formations pour nos biologistes pour adopter la bonne posture, avoir les bons réflexes,
au-delà d'organiser également tout simplement des webinaires pour les parties purement médicales et scientifiques. Parce que là, c'est sûr, il y a aussi un enjeu de se tenir à jour des dernières recommandations. Donc, autour de ce projet, Denise, en effet, il y a beaucoup de sujets de formation en interne qu'on travaille et qui fait le bonheur de nos biologistes aussi, puisque cette activité-là, ça redonne aussi du sens dans un monde où on en a tous besoin. Ce projet-là est... Oui, pardon, Denise. Oui, donc, et ensuite, pour ce qui est de nouveaux pilotes, j'imagine que ça génère des tas d'idées et vous devez vous retenir. Comment vous allez faire pour choisir la prochaine étape? Tout à fait. Alors, la prochaine étape, ça va être d'étendre au-delà de l'Île-de-France, hein, même si c'est déjà un secteur qu'on couvre assez bien. On a 700 laboratoires répartis sur tout le territoire. Donc, il va falloir qu'on s'organise pour aller plus loin et proposer ce service-là dans d'autres territoires avec des problématiques d'accès aux soins probablement différentes. Mais vraiment, l'outil nous aide à optimiser cette organisation. Vous allez me dire, il suffit d'appeler le labo, ce serait facile, mais ce sera beaucoup mieux avec cet outil. Et on nous demande si vous le faites aussi dans les dom-toms. Tout à fait. Nous avons des laboratoires, alors pas partout, mais nous avons des laboratoires à La Réunion et à la Martinique. Donc, ce sera mis en place, je l'espère. Tout n'est pas encore bouclé, mais j'espère bien pouvoir le faire également dans ces territoires-là. Pour revenir sur le côté créatif, il y a d'autres questions. Allez-y, Denise. Non, c'est cela. Voilà, pour revenir sur le côté créatif, alors il y a beaucoup de choses qu'on met en place, notamment, comme on le disait, moi, mon biais aujourd'hui, c'est que je m'adresse à des patients qui finalement sont déjà un petit peu dans le parcours de soins puisqu'ils ont déjà une ordonnance. Et je rejoins ce que Jérémy a pu évoquer avec ces femmes qui travaillent en EHPAD, c'est qu'il y a toute une frange de la population qui ne prend pas le temps parce que finalement, je suis un peu fatiguée, il faut que je prenne un rendez-vous chez mon médecin qui ne va pas forcément prendre à l'heure. Ensuite, il faudra que j'aille au laboratoire. Ensuite, il faudra que je retourne chez mon médecin. On est donc en plein travail, en pleine réflexion pour pouvoir proposer des solutions à ces gens-là pour gagner un petit peu de temps. Mais pas le gagner n'importe comment. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que ce besoin, il a été identifié aussi par des acteurs qui ne sont pas du tout de la santé classiquement. Ce besoin d'instantanéité, c'est quelque chose de tout à fait moderne. Notre challenge, je pense, collectivement aussi autour de la table, nous, professionnels de santé, c'est de faire en sorte que la santé ne devienne pas quelque chose de marchand et sans contrôle. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu qu'Amazon se lançait alors en Inde sur des dispositifs de prélèvement qui sont envoyés aux patients directement chez eux. Est-ce que nous avons vraiment envie de laisser ça dans les mains d'Amazon? Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de répondre à ce besoin d'instantanéité. Donc, ça fait partie des choses qu'on essaye d'organiser et notamment, on forme nos équipes pour pouvoir répondre à des demandes proprement de patients qui n'ont pas d'ordonnance. Voilà. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. C'est un gros changement pour nous. Oui. Juste sur le plan d'Amazon, est-ce que l'un de vous a déjà examiné l'aspect légal et réglementaire de leur possibilité, Amazon ou d'autres, d'agir en France? Soit Jérémy, soit Cécile. C'est pas un sujet simple. C'est pas un sujet simple. Oui, ça fait partie des choses qu'on regarde. Vous savez, les laboratoires, on est extrêmement... je suis désolée, je suis très focus labo, mais nous sommes très contrôlés sur énormément de choses. On est réglementé sur la publicité, mais on est également des enjeux d'accréditation obligatoire avec des consignes très, très strictes. Et notamment sur les délais préanalytiques, comme on dit, c'est-à-dire le délai entre le moment où vous êtes prélevé, les conditions de transport avant analyse. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait compatible avec, pour la plupart des examens, on envoie par la poste. Ça l'est pour certains, mais pas pour beaucoup d'entre eux. Donc il y a ces freins-là aujourd'hui qui protègent une qualité du résultat, mais ça n'empêche pas à la vigilance.
D'accord. Alors, Jérémy, vous aviez une réponse à cette question Oui, aussi? peut-être Oui, pour compléter le propos de Cécile, il faut savoir que notre système de santé est quand même très, bien que il y a beaucoup d'acteurs, il est quand même très régulé sur l'entrée des acteurs, sur les dispositifs médicaux, sur les autorisations mises sur le marché de nouveaux médicaments. Et là, on le voit sur la santé, le numérique en santé, c'est des choses qui sont concertées et il y a quand même une grosse volonté de ne pas voir complètement se financiariser le système de santé, hein. Il y a un rapport qui a été rendu au Sénat en 2023 sur ce sujet. Et donc, le but, c'est de bien faire attention à ce qu'on n'ait pas une financiarisation du système de santé où on ne parlerait plus à des syndicats de professionnels de santé sur les sujets de santé, mais bien à des fonds d'investissement qui chercheraient de la rentabilité sur le domaine de la santé parce que ce système de santé-là, il est financé par notre sécurité sociale, qui est le pacte social qu'on s'est donné en 1946. oui, mais ces sociétés comme Amazon, Microsoft, ils ont de telles armées d'avocats qu'on se dit qu'on n'est pas à l'abri de leur possibilité de trouver un créneau malgré tous nos efforts pour protéger la souveraineté française ou européenne. Mais bon, ce sera pour un autre webinaire. J'allais demander à Jérémy au niveau du travail que vous faites avec des médecins généralistes pour encourager la prévention, je pense. Est-ce que vous avez déjà des informations complémentaires pour nous sur le profil que cela prend? En fait, quand on rend des rapports avec un financier d'entreprise, on leur propose soit d'avoir une stratégie d'information et de sensibilisation au sein de l'entreprise quand on voit qu'il y a des sujets qui peuvent être autour de la santé mentale, des troubles musculo-squelettiques, des maladies graves ou des dépistages organisés qu'on peut avoir. Soit on essaye vraiment d'avoir des stratégies où on peut mettre souvent du paramédical, parce que mettre du médical dans l'entreprise, c'est pas si simple de dépêcher des médecins au regard de leurs obligations et leurs déclarations auprès de l'ordre sur l'endroit où ils exercent. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de mettre du paramédical et on voit beaucoup de choses qui se développent à l'intérieur de l'entreprise, notamment, par exemple, des tests cardiovasculaires qui sont faits à l'intérieur de l'entreprise par des infirmières qui voient leurs compétences ouvertes, hein. On attendait ça depuis longtemps, mais là, en juin, on voit que les infirmières de pratique avancée ont été reconnues et qu'on a de plus en plus de paramédicales qui vont pouvoir faire plus d'actes en matière de santé. Donc, ça va étendre un petit peu les possibilités dans cette stratégie d'aller vers par les professionnels de santé. On voit aussi des nouvelles technologies, comme par exemple sur le manque de dermatos qu'on a sur le territoire. On a des entreprises qui font intervenir du coup de l'imagerie avec des infirmières qui prennent des photographies des grains de beauté ou des liaisons cutanées qu'on voit chez les salariés qui vont voir cette infirmière. Et c'est envoyé du coup à des dermatos qui font des analyses, parfois avec maintenant des systèmes d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus mis en place dans ces technologies-là qu'on voit apparaître sur le marché. Donc, on a du coup cette stratégie aussi d'aller dans l'entreprise qui est un territoire qui devient, mine de rien, quelque part un espèce de territoire de santé qui peut exister avec une réponse territoriale et une réponse populationnelle, parce qu'elle connaît bien ses salariés, elle connaît bien son âge, elle connaît bien ses besoins. Et donc, c'est intéressant de voir ce petit changement de paradigme qu'on a et avec lequel on travaille avec des entreprises qui sont spécialisées pour pouvoir adresser ces points au niveau de l'entreprise. D'accord. Très bien. Alors, Cécile, au niveau de Serbe Alliance, est-ce qu'il y a des actions que vous voudriez mettre en place et que pour l'instant, ce n'est pas possible parce que c'est un peu compliqué ou il y a des choses dont vous rêvez de les réaliser, notamment dans l'hiver, mais pas seulement? Oui, bien sûr. Numériques. Oui. Oui, bien sûr. Comme je le disais, on est assez limité dans le aller vers parce qu'on ne peut pas faire de publicité. Alors,
tout est dans la définition de publicité, mais cette définition, elle est assez stricte. Et donc, typiquement, quand on veut faire des campagnes de dépistage, quand bien même ces campagnes seraient à nos frais, nous ne pouvons pas en parler tout à fait aussi librement que n'importe quelle société. Et ça, mine de rien, aujourd'hui, ça représente quand même un frein en termes de communication pour dire aux patients ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, typiquement, vous pouvez aller au laboratoire pour votre dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un exemple. Il y a d'autres choses qu'on fait et pour lesquelles on milite auprès des instances. Notamment, bien, nous aussi, nous traitons les données de nos patients pour essayer d'en tirer des enseignements. Et un des enseignements qu'on a pu tirer ces derniers temps sur ces fameuses données, c'est l'impact financier que certaines campagnes n'existent pas. Je m'explique. Par exemple, on en parlait, les pathologies cardiovasculaires, c'est quand même un sujet qui touche énormément de patients. Et c'est une pathologie, par exemple, chez la femme qui est en train de passer première dans les causes de mortalité. Première chez les femmes, devant le cancer. Il y a des moyens plutôt simples qui permettraient de dépister par quelques analyses, une petite prise de tension et un calcul de score qui permettrait finalement aux patients d'avoir un dépistage à des âges de la vie où ils vont encore bien. Donc où ils ne vont pas forcément voir le médecin, justement, où ils vont encore bien avant qu'il ne soit trop tard. Un des problèmes et un des enjeux des actions de prévention, c'est tout ce qui est invisible. Une fois que ça devient visible, c'est déjà un peu trop tard. C'est le cas pour le diabète, c'est le cas pour les pathologies cardiovasculaires, c'est le cas pour la maladie rénale chronique. Donc, on est beaucoup à parler de ces sujets et à vouloir des actions là-dessus. Et c'est vrai que, voilà, on a commencé et on n'est pas les seuls à le faire, hein, à chiffrer les impacts de l'absence de ces campagnes en France. Je parle de la France parce que typiquement sur les pathologies cardiovasculaires, il y a des choses qui sont systématiques en termes de dépistage automatique dans d'autres pays, qui ont montré leur potentiel en termes d'amélioration de la prise en charge des patients, de leur qualité de vie, mais même en impact financier pour l'État sur les dépenses de santé. Parce qu'un patient pris en charge à temps, c'est des conséquences derrière qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont évitées. Et là, volontairement, je ne parle que d'argent et pas de qualité de vie de ces patients qui, bien sûr, sont quand même le premier enjeu. Donc là-dessus, voilà, nous, on fait nos petites actions à notre niveau, mais c'est vrai qu'on est parfois un petit peu frustrés que ces choses-là mettent du temps à bouger, quand bien même la HAS a des recommandations sur ces sujets-là. Bien, n'empêche que vous êtes certainement parmi les laboratoires les plus avancés dans le virtuel grâce à vos fonctions dans l'innovation. Jérémy, avec toute cette offre que vous gérez, quelles sont pour vous les poches du plus grand potentiel en termes d'aller vers qui ne sont pas encore totalement exploités? Tout ce qu'on est en train de faire, ce qui est intéressant, c'est la coopération entre l'assurance maladie et les complémentaires. C'est quelque chose, autant l'assurance maladie discute très bien avec les laboratoires pharmaceutiques et il y a un lien de confiance qui est créé, autant avec les complémentaires, il y a un lien de confiance qui reste à construire. On le voit avec le contrat responsable qui a été mis en place. Donc, je ne vais pas refaire, mais je pense qu'il y a des médecins autour de la table et le dispositif Optam, hors Optam fait un grand débat aujourd'hui sur ce sujet-là, mais il y a tout cette histoire à re-raconter pour basculer du curatif au préventif. Qu'est-ce qu'on laisse à la sécurité sociale? Quelle partie on délègue aux complémentaires? Les complémentaires, là où la sécurité sociale, et on le dit souvent, adresse un message universel, les complémentaires peuvent adresser des messages individuels. Et donc, on peut se compléter sur ces sujets-là, pousser et continuer à pousser tout ce que fait la sécurité sociale et tout ce que fait très bien, et aussi créer aussi une interconnexion, ce qu'on appelle une interopérabilité entre toutes les données que nous récoltons avec d'autres acteurs, d'autres acteurs de la santé et la sécurité sociale, pour créer un continuum de données de santé qui va nous permettre à la fois de diagnostiquer, de faire des politiques de suivi sur tout ce qu'on met en place au niveau national,
en récoltant toutes les données des acteurs, mais aussi de faire des politiques d'impact et de retour sur investissement. Ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui est reproché à beaucoup d'acteurs potentiellement privés, c'est que l'assurance maladie peut dire qu'elle ne voit pas le retour sur investissement, ou en tout cas, elle n'a pas une approche claire du retour sur investissement. Et il y a aussi le fait que tous les acteurs ne parlent pas d'une même voix sur ce sujet-là. Donc, on a ce point quand même qu'on observe et où on peut aller plus loin, de créer, c'est ce que le HDH a tenté de faire, hein, le Health Data Hub, sur ce continuum de données de santé qu'on devrait avoir. Mais il faut savoir que, par exemple, les assureurs font partie des gens qui n'ont pas le droit d'accéder aux data par des process accélérés. Du coup, elles ne participent pas à l'alimentation du HDH sur les données de santé. Donc, on a des trous dans la raquette aujourd'hui, alors que ça fait 30 ans qu'on est très avancé sur les données de santé qui nous permettraient d'accélérer sur ces stratégies d'aller vers. On a du coup un petit manquement dans l'utilisation des données de santé, là où d'autres pays, potentiellement comme le Royaume-Uni, comme Israël, qui travaille depuis très longtemps sur ces données de santé, ont avancé beaucoup plus vite que nous. Donc, il faut réussir à trouver le cadre, bien sûr, parce que c'est important d'avoir ce lien de confiance et cette sécurité, mais trouver l'espace pour que tout le monde y trouve à la fois son compte et que ça serve à la communauté de citoyens sur l'utilisation des data en matière d'évaluation de politique de santé et de redistribution des rôles et responsabilités entre les acteurs publics et les acteurs privés pour pouvoir avoir des choses qui sont efficientes et qu'on peut corriger dans le temps avec la construction. On entend beaucoup parler d'une stratégie pluriannuelle parce qu'elle n'est pas que financière, mais elle est aussi stratégique sur ce point-là. Et sur la stratégie d'aller vers, il y a un dernier point que je n'ai peut-être pas abordé, mais auquel il faut faire attention parce qu'on l'oublie souvent, c'est l'électronisme. On parle beaucoup de numérique et de santé au numérique, mais on a encore entre 15 et 16% de la population qui est atteinte d'électronisme. Alors, c'est ce qu'on appelle un état des personnes qui ne maîtrisent pas la création de ressources numériques. Et aujourd'hui, on est sur un tout numérique qui est en train d'être mis en place. Et donc, il faut à la fois dans le système éducatif mieux sensibiliser et mieux former au numérique et puis pouvoir accompagner, parce que si on veut se concentrer sur cette stratégie en numérique, eh bien, il ne faut pas qu'on laisse des populations à part qu'on n'atteindrait pas, parce que sinon, cette stratégie d'aller vers, elle est loupée. Et on prend souvent le modèle danois qui est très intéressant sur ce sujet-là, c'est qu'elle a des approches populationnelles où elle fait du coup des plans pour dire je veux toucher telle population, donc une population qui est loin du système de santé, je mets une stratégie. Si au bout d'1 ou 2 ans, elle voit que cette stratégie-là atteint une autre population qui est déjà sensibilisée, alors elle retire ses financements en disant la stratégie n'est pas les bonne parce que je n'ai pas réussi à avoir à la fois l'aspect populationnel et territorial que je voulais dans le cadre de ma politique de santé. Et donc, c'est là-dessus où il faut qu'on aille pour pouvoir faire du test and learn. On n'y arrivera pas tout le temps, mais en tout cas, de pouvoir corriger rapidement les politiques de santé qui sont bien sûr prises en place par les autorités compétentes. Oui, donc nous avons entendu ci et là des soucis qui apparaissent dans votre quotidien à chacun et aussi à long terme concernant des aspects du système de santé qui ne vous permettent pas d'aller aussi vite. Alors, nous avons une très belle question de la part de Dominique Garot. Comment est-ce que le dossier médical partagé comment est-ce que vous êtes en relation avec le dossier médical partagé, aussi bien Cécile que Jérémy pour cette question. Est-ce que, par exemple, tous vos laboratoires déposent directement les résultats dans mon espace santé? Je vais commencer par Cécile et après, si Jérémy veut dire un mot, il pourra. Donc, chaque fois que possible, oui, on dépose nos résultats dans le dossier médical partagé. Il faut juste savoir qu'il y a pas mal de petits checks à cocher pour que ce dépôt soit effectif, et notamment un truc qui s'appelle la qualification de votre identité. Pour l'instant, on n'est pas capable de qualifier 100% des identités de nos patients pour 1000 raisons différentes. Et par exemple, si vous êtes pris en charge à votre domicile, prélevé à votre domicile par une infirmière libérale, je ne peux pas encore réellement qualifier votre identité, donc je ne peux pas réellement alimenter votre DMP, ce qui est un peu dommage parce que c'est peut-être
pour ces patients-là que c'est prioritaire. Mais tout ça, c'est des travaux qui sont en cours avec l'ANS, la DNS, etc. Donc là-dessus, on est hyper actifs pour améliorer cette alimentation et trouver les solutions techniques et organisationnelles pour améliorer cette alimentation. Juste à garder en tête, parce que quand je lis la question, ça apparaît un petit peu en sous-jacent. On a accès au DMP des patients, mais ce n'est pas un accès qui est simple du tout. Il est très protégé, c'est-à-dire que je ne récupère pas le contenu du DMP de chacun des patients qui viennent dans mon laboratoire. Si j'ai besoin d'aller consulter le contenu du DMP d'un patient, je peux le faire en tant que biologiste, mais j'ai plein d'actions à faire pour aller consulter ce DMP. Le patient doit m'y avoir grosso modo autorisé. Il va être notifié du fait que j'accède à ce DMP, etc. C'est loin d'être un open bar. Voilà, et je laisserai Jérémy compléter pour ce qui est des mutuelles, parce que la réponse m'intéresse. Je vous en prie, Jean. Ouais, merci beaucoup Cécile et merci beaucoup Denise. Sur le dossier médical partagé, mon espace santé, aujourd'hui il y a peu de choses qui sont faites. On est en train de travailler, notamment nous on va offrir des bilans de santé digitaux et notre grande volonté c'est qu'il y ait une interopérabilité et que ce bilan de santé digital qui fait en fait un check-up que certains médecins généralistes n'ont plus le temps ou le temps médical de faire, se dépose sur mon espace santé. J'en parlais justement avec Stéphanie sur le sujet, c'était de dire apparemment, et là s'il y a des médecins autour de la table, je suis preneur du retour ou de discuter avec eux de ce sujet-là, mon espace santé a été énormément pensé pour l'assuré social, le patient sur ce sujet, mais assez peu pour finalement le professionnel de santé qui met énormément de temps à se connecter, à retrouver le dossier du patient, à aller télécharger les documents, et du coup il y a un peu une difficulté d'accès aujourd'hui au DMP, mais en tout cas il y a une volonté d'utiliser ce DMP et de déverser de plus en plus du coup les documents qui sont faits, ou en tout cas ce que nous on peut offrir en tant que service en matière de prévention qui génère des données de santé, organiser une interopérabilité avec mon espace santé pour pouvoir déverser le maximum d'informations et que la sécurité sociale ait ce maximum d'informations, elle qui est vraiment le concentrateur avec le numéro de sécurité sociale de tout le chemin de santé d'une personne de sa naissance à sa mort. Oui, alors nous avons entre-temps une question concernant les innovations que l'on peut provoquer à domicile ou sur le lieu du travail, c'est-à-dire au-delà du fait, comme Jérémy le disait, on peut envoyer du personnel paramédical. Est-ce que vous songez au jour où on pourrait équiper chaque domicile avec certains objets connectés l'un et l'autre, ou dans leur entreprise, c'est peut-être plus facile de les rendre collectifs. Cécile, par exemple? Alors, il y a plein de choses qu'on peut répondre à ça, et je passe un petit coucou à Adeline, dont je me souviens. Même si ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisés. Nous, à notre échelle, voilà, à l'échelle du laboratoire, on a un vrai enjeu sur le aller vers le patient à son domicile. C'est une activité qui est assez complexe à organiser. On ne va pas se mentir, qui est hyper mal rémunérée pour le laboratoire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout encouragés à répondre à ce besoin de notre population pourtant vieillissante, puisque je ne sais pas combien votre plombier vous facture pour se déplacer, mais pour déplacer une infirmière, il y a 5 € grosso modo de dédommagement pour le déplacement. Donc ça, c'est un problème. Ça ne nous empêche pas de travailler dessus et de travailler sur les outils pour optimiser finalement cette activité, optimiser nos tournées, optimiser la prise de rendez-vous, etc., pour pouvoir maintenir cette activité malgré l'impact que ça peut avoir dans nos organisations. Ça, c'est une première chose. Pour ce qui est des objets connectés, là, ce n'est pas dans nos mains. C'est dans les mains des patients eux-mêmes. Mais il y en a de plus en plus. Il y a des sociétés parfois françaises qui sont assez brillantes dans le domaine. Et il y a des vraies réflexions de partenariat avec de telles sociétés pour trouver, encore une fois, ce meilleur équilibre pour rendre service à nos patients. Donc, c'est des choses, voilà, on est beaucoup en veille là-dessus pour répondre à ce besoin de contact continu. Oui, voilà, certaines sociétés françaises qui commencent peut-être par W. Donc, je ne sais pas.
Oui. Je ne vois pas. Jérémy, est-ce que vous avez un point à ajouter? Il y a la dimension de travail, justement, et je pense vraiment que ça devient un territoire de santé. Enfin, en tout cas, il y a la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise est de plus en plus prégnante dans plein de textes et dans plein de lieux. Donc, je pense que vraiment le travail devient, surtout avec l'augmentation de la durée de travail, l'augmentation de la durée de vie, le fait qu'on doive augmenter l'espérance de vie en bonne santé, qui aujourd'hui flirte avec donc l'espérance de vie en bonne santé. Pour rappel, c'est l'espérance de vie avant l'apparition d'une maladie chronique. Et donc aujourd'hui, elle flirte avec les 64 ans en France, donc avec le moment où on prend, finalement, on ouvre ses droits à la retraite à taux plein. Et donc, il y a quand même, faut se rendre compte que l'entreprise peut vraiment devenir ce territoire de santé. Et les partenaires sociaux donc, des entreprises l'ont bien compris, parce qu'on a de plus en plus de conventions collectives qui viennent ramener de la santé dans les accords collectifs pour en faire un territoire de santé. Je pense à la métallurgie dernièrement, je pense à la convention collective du transport, où il y a des choses comme ça qui sont imaginées pour essayer de ramener de la santé à l'intérieur de l'entreprise. Sur le domicile, ça ramène à une stratégie qu'il va falloir penser, c'est la stratégie du bien vieillir en France. Il faut qu'on trouve des solutions pour maintenir les gens à domicile, et donc maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible, parce qu'il n'y aura pas assez d'EHPAD, pas assez de place en EHPAD, et les EHPAD vont être plus amenés à avoir des maladies neurodégénératives sur ces sujets-là. Donc il faut trouver des moyens de maintenir les personnes, mais il ne faut pas les isoler, et il faut trouver du coup des moyens par d'autres aussi, peut-être acteurs de la vie. Je pense à la Poste, qui avait commencé à avoir cette volonté de service, d'aller d'aller chez les gens. Donc c'est pas forcément, et qui faisait un peu de domotique, c'est pas forcément toutes les réponses ne sont pas obligatoirement sur la profession médicale ou sur le médical, qui sont déjà en tension du coup sur leurs effectifs, sur ce qu'on leur demande dans la participation sociale et sociétale. Donc il faut réussir à avoir cette espèce de, ce que je disais tout à l'heure, de répartition des rôles et responsabilités, où il y a sûrement du paramédical ou des aides-soignantes, du médical, mais aussi du non médical, qui peuvent se répartir des tâches pour justement avoir ces points de contact à la fois au domicile, à l'entreprise, ou aller à la rencontre, les points de rencontre. Dans la stratégie nationale de santé, par exemple, qui n'est jamais sortie, malheureusement, depuis qu'on a les textes et on a le projet, vous pouvez le trouver, il y avait plein de choses qui étaient poussées au niveau des pharmacies, au niveau des gares, au niveau des lieux de vie, pour essayer de les repenser comme des espaces de santé dans cette stratégie d'aller vers, en disant dans tous les villages de France, il reste potentiellement des pharmacies. Le lieu de la pharmacie peut être un bon endroit de rencontre entre un territoire de santé et du coup une rencontre avec le patient. Et pareil dans les gares, où finalement on a quand même beaucoup de gares en France avec un réseau ferré qui est très développé. Donc il faut repenser ces espaces et voir comment chacun des acteurs peut peut-être s'intégrer dans ces petites initiatives qui, émergées tous ensemble, participeront du coup à cette stratégie un peu plus massive qu'on essaye de faire au niveau national, mais il faut que ce soit vraiment des actions locales portées par des municipalités, par des départements, par des régions, avec l'ARS, avec les CPTS sur cette stratégie. Et les entreprises aussi dans la volonté de pouvoir aller vers. C'est super, très très belle réponse, Jérémy. Alors, j'ai une question, je voudrais une réponse très très courte, d'abord de Cécile et ensuite de Jérémy. On a souvent ici, dans les webinaires de Medévis, évoqué le problème de la durée, du temps nécessaire pour identifier le ROI d'une opération dans la santé, et que souvent certaines opérations qui sont bonnes pour les citoyens n'aboutissent pas parce qu'on n'arrive pas à identifier le ROI comme il faut. Alors, donc, à chacun de nous dire quel est le délai que vous autorisez à une nouvelle, donc une innovation, un nouveau projet pour qu'elle montre sa rentabilité. Donc, Cécile, une phrase et après Jérémy. C'est une question super dure. Ça dépend vraiment du projet. Vraiment, je ne pourrais pas répondre à une question aussi difficile, Denise. Le plus court est le mieux dans notre monde, mais certains projets nécessitent des années. Alors, merci Cécile.
Je vais répondre à côté, Denise, mais toujours en faisant un pas de côté sur ce qui a été fait dans l'Union européenne. Au UK, il y a eu la plus grande étude des actions de prévention par le NHS, qui est un système de santé qui est en souffrance, mais qui a rendu ses résultats et qui montrait qu'une action de prévention, un pound investi dans une action de prévention donner 9 pounds d'économie sur le système de santé et 1 pound investi sur les comportements de santé, donc à la fois sur la nutrition, sur l'activité physique, donnait quasiment un résultat de 20 pounds d'économie sur le système de santé dans les années futures. C'est la seule enquête qui a été menée au niveau international. Il y a un petit système de santé catalan aussi qui a mené des études. Mais en effet, on n'a pas de stratégie de ROI. Il faut vraiment essayer de l'intégrer dans tout, systématiquement, dans le pilotage qu'on a sur les actions de santé. Super réponse, merci Jérémy, et je passe la parole à Stéphanie. Merci vraiment beaucoup Jérémy et Cécile pour votre temps et d'avoir partagé les actions que vous réalisez sur le terrain. Alors, donc, charge à moi d'essayer de résumer un peu ce qui s'est dit et de conclure sur cette base. Alors, la première chose que j'ai retenue, merci Jérémy, c'est que finalement, il n'y a pas de définition du aller vers. Mais je retiendrai quand même que aller vers, c'est finalement adresser le bon message à la bonne personne et, si possible, en l'appelant par son prénom. Et plus sérieusement, voilà, ce que j'entends, c'est que ça passe par tous les acteurs de la santé et du quotidien du patient. Donc, ça passe évidemment par l'assurance maladie, mais ça passe aussi par sa complémentaire santé, son biologiste, voire même son entreprise en tant que territoire de santé. Ce que j'ai entendu aussi, c'est le sujet finalement crucial du partage des données. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour récupérer les infos relatives aux patients, à la fois en respectant son consentement, la confidentialité et le tout en ayant une forme d'interopérabilité entre les systèmes. La bonne nouvelle, c'est que je pense que tous les acteurs du numérique en santé l'appellent de leur vœu, mais force est de constater que c'est très complexe et lent en pratique. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Il y a la plateforme Convergence qui est là et qui a pour objectif de faire converger les industriels vers des services socles. Et c'est une étape préalable très longue, mais qui devrait faciliter à terme donc, les échanges de données aussi entre les systèmes techniques. Pour finir, à un moment, on a évoqué la partie stratégie populationnelle, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui amène aussi à repenser les modes de financement, le mode de financement des actes en France. On entend notamment parler de plus en plus de capitation. Il y a des expérimentations en France, notamment pour essayer de tester ce modèle qui est plutôt d'inspiration nordique. Ça peut être une façon, en tout cas, d'engager chaque acteur de santé dans la prévention, notamment, et dans ce aller vers, en repensant les modèles de rémunération. Et du coup, je vais me permettre de faire un petit peu de pub et un petit teasing. Ce sera d'ailleurs le thème de notre prochain live en automne. Merci à toutes et tous de vous être connectés aujourd'hui, puis à très bientôt. Merci encore pour l'invitation.